Alors aujourd'hui, on s'attarde davantage sur les coquillages. Pendant l'âge d'or des cabinets de curiosité, c'était à qui aurait la collection la plus vaste, la plus complète, à qui aurait les trouvailles les plus uniques. Les marins étaient très attentifs à récolter les coquillages durant leur voyage, même que certains ont pu prendre des retraites très confortables avec ça. Alors ici, vous aurez reconnu un nautile. Aucun cabinet de curiosité se serait privé de cette petite merveille-là. À l'époque baroque, on va monter les nautiles sur des présentoirs très élaborés, soit pour en exposer la nacre, ou soit en les laissant tels quels, parfois en les gravant ou en les enjolivant, en les intégrant aussi à des espèces de montages de joaillerie. Un autre céphalopode à coquille, moins connu, c'est l'argonaute. Jules Verne nous en parle dans 20 milieux sous les mers en répandant le mythe qu'il utiliserait ses tentacules un peu comme des voiles. J'en parlais dans la précédente capsule, l'apparence des céphalopodes varie beaucoup selon les vestiaires, puis dans le cas du nautile, on va avoir tendance à le confondre, ces petits tentacules, avec des cornes. Il va en résulter le limaçon de la mer samantique, un monstre imaginaire qu'on trouve dans les histoires naturelles de la Renaissance, une créature marine qu'on disait s'attaquer aux navires. Tantôt, je parlais des marins qui cueillaient des coquillages dans le but en espérant faire fortune. On oublie à quel point c'était une tâche dangereuse, puis à quel point ils prenaient des risques pour améliorer leur sort comme ça. Surtout quand on pense que les coquillages les plus convoités dans les cabinets de curiosité, c'était les cônes, qui sont des coquillages vraiment mortels. C'est des mollusques qui chassent à l'aide d'une sorte de harpon, puis leur venin est parmi les plus puissants du monde. La plupart peuvent facilement tuer un être humain. D'ailleurs, il y a quelques années, le Musée de la civilisation de Québec leur avait consacré un présentoir dans leur exposition sur le venin. Bon, ma collection à moi n'est pas aussi vaste, mais j'en ai quand même quelques-uns d'intéressants. Ici, celui que je tiens, c'est une espèce du Pacifique. C'est un cône marbré. Longtemps, il a été très rare parce que les voyages dans le Pacifique en galère étaient vraiment rares. Il valait extrêmement cher, d'autant que beaucoup de marins se sont tués en essayant de les récolter. Un autre cône ici, probablement le plus mystérieux, c'est le cône lettré. Le cône lettré tient son nom des petites taches qui rappellent parfois l'écriture cunéiforme ou l'ancien arabe. Dans les cabinets de curiosité, on tenait en haute estime les cônes lettrés où on pensait déchiffrer des mots. On pensait que c'était des indices sur le secret de la création. Très rapidement, je vous montre le murex dont on tirait la fameuse teinture pourpre de Tyr. Seul l'empereur avait le droit de porter des vêtements entièrement pourpres. Je pourrais vous montrer aussi la coquille Saint-Jacques qu'on accrochait à ses vêtements comme preuve qu'on avait fait un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou des grands bivalves qu'on utilisait comme bénitiers dans certaines églises. Mais il ne faudrait pas oublier que les mollusques terrestres étaient aussi très convoités. Les coquilles d'escargot peuvent être magnifiques. Je pense notamment à l'escargot canne de bonbons, qui est une espèce qui vit à Cuba. Quand les explorateurs européens les ont ramenés en Europe, ça a été la folie pour les acquérir. On parle de coquilles qui se vendaient aussi cher que des pierres précieuses. Beaucoup de manuscrits médiévaux vont nous montrer des chevaliers en train de combattre des escargots géants. Les interprétations varient. Personnellement, celle que je préfère, c'est celle du gros paresseux en armure, qui serait une parodie de la chevalerie. En matière d'escargot géant, je vous montre ici la coquille de la Catina fulica. Celui-là est un petit spécimen, mais il peut vraiment atteindre des proportions titanesques. Mais tous les escargots ne se tiennent pas dans des milieux humides. Ici, c'est ma coquille la plus rare, la plus précieuse, un Sphancteroschilla boissieri ou un escargot du désert. Cet escargot-là est actif seulement quelques jours après les pluies, où il va en profiter pour manger, s'accoupler puis pondre ses œufs avant de se rendormir. Des escargots dormants de cette espèce-là ont survécu jusqu'à 6 ans dans des collections de musées. Alors de mon côté, je prends une pause un peu plus courte, puis je vous retrouve dans la prochaine capsule où on va parler des oiseaux légendaires.